On voit ça partout, une pub, une promesse qui nous dit que tel produit améliore la concentration. Mais comment savoir si c'est vrai? Comment passe-t-on d'un simple slogan marketing à un fait qui est bien scientifiquement prouvé? La réponse, elle tient en un mot, les statistiques. Et aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on va faire. On va décortiquer ensemble tout le processus, étape par étape, pour bien comprendre comment la science arrive à séparer les faits du simple hasard. Allez, on plonge dedans avec un exemple très concret. Imaginons une question toute simple. Des développeurs sortent une nouvelle application et ils affirment qu'elle booste la concentration. La grande question, c'est est-ce qu'elle améliore vraiment les résultats aux examens? C'est cette question de départ qui va nous servir de fil rouge. Pour y répondre, on ne peut pas juste demander aux gens s'ils se sentent plus concentrés. Non, la science, elle a besoin de preuves, de quelque chose de tangible. Et pour ça, il faut mettre en place une expérience rigoureuse, bien contrôlée. Alors voilà le plan de base de notre expérience. C'est assez simple en fait. On forme deux groupes. Le groupe A, qu'on appelle le groupe de traitement, va utiliser l'application. Et le groupe B, lui, c'est notre groupe contrôle. Il ne l'utilise pas. Et ça, c'est vraiment crucial. Parce qu'en comparant ces deux groupes, qu'on appelle aussi indépendants, on va pouvoir isoler l'effet de l'application et rien d'autre. Donc, la seule chose qu'on change, qu'on manipule volontairement entre les deux groupes, c'est l'utilisation de l'application. C'est ce qu'on appelle en statistique la variable indépendante. C'est, en quelque sorte, la cause potentielle qu'on cherche à tester. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on mesure pour voir si ça a eu un effet? Eh bien, la note à l'examen. Ça, c'est la variable dépendante, parce que son résultat, il dépend potentiellement de notre variable indépendante. C'est logique, non? Une cause, un effet. Parfait, l'expérience est finie, les étudiants ont tous passé leur examen, on se retrouve maintenant avec une pile de données. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Au premier abord, c'est un peu le bazar. Juste une longue liste de notes. On voit que l'étudiant 3, qui a utilisé l'appli, a eu 92%. Super pour lui. Mais l'étudiant 4, sans l'appli, a eu 89%, ce qui est très bien aussi. Bref, en regardant juste ces chiffres bruts, impossible d'y voir clair. Il nous faut donc un résumé. On doit trouver un moyen de synthétiser tout ça. Et c'est précisément le but de la toute première étape de l'analyse statistique, l'analyse descriptive. Son job, transformer ce chaos de chiffres en une information claire et digeste. Et voilà, d'un seul coup, tout devient plus simple. Il suffit de calculer la note moyenne de chaque groupe, et là, le brouillard se lève. On voit que le groupe qui a utilisé l'application a obtenu en moyenne 87%, alors que le groupe contrôle est à 82%. Ah, là c'est beaucoup plus parlant. On observe une différence nette. Une différence de 5 points. On pourrait être tenté de sauter au plafond en criant que l'application est géniale. Sauf qu'un bon scientifique, lui, va tout de suite se poser une question. Une question absolument cruciale. Est-ce que cette différence de 5 points est vraiment significative? Ou est-ce que c'est juste un coup de chance? Après tout, on n'a testé que 100 étudiants en total. Peut-être que, par pure malchance, les étudiants qui étaient déjà un peu plus doués se sont retrouvés dans le groupe A. Comment en être certain? Et c'est là qu'intervient une idée fondamentale. Nos 100 étudiants, c'est ce qu'on appelle un échantillon. C'est notre cuillère de soupe. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la population entière, c'est-à-dire la marmite. Autrement dit, tous les étudiants qui pourraient un jour utiliser cette application. On doit donc faire un saut, passer de la simple description de notre petit échantillon à ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire une conclusion sur la population globale. Et pour faire ce grand saut, il nous faut un outil statistique bien plus puissant, c'est l'analyse inférentielle. Et cet outil, c'est le fameux test d'hypothèse. Le nom peut faire un peu peur, mais vous allez voir, la logique qui se cache derrière est en fait assez élégante. Pour comprendre, on peut imaginer un procès. On a deux hypothèses. D'abord, l'hypothèse nulle, qu'on note H0, c'est un peu comme l'accusé qui est présumé innocent. Elle dit l'application n'a aucun effet, la différence de 5 points, c'est juste du hasard. De l'autre côté, on a l'hypothèse alternative, H1, elle c'est l'accusation, non, l'application a un vrai effet, la différence est réelle. Le but du test, ce n'est pas de prouver que H1 est vrai, mais de voir si on a assez de preuves pour rejeter l'innocence de H0. La logique est un peu contre-intuitive, mais elle est très puissante. On commence par faire semblant de croire à l'hypothèse nulle. On se dit, ok, admettons que l'appli ne serve à rien. Et à partir de là, on se pose la question, si c'était vrai, quelle serait la probabilité d'observer une différence d'au moins 5 points, juste par un coup de chance? Si cette probabilité est vraiment minuscule, alors on pourra se dire que notre supposition de départ était probablement fausse. Bon, à cette théorie, passons au calcul et découvrons enfin le verdict pour notre application. Après avoir fait tourner les bonnes formules statistiques, le test nous livre un chiffre 0,04. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle la p-value.
Et qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, dans notre cas, il signifie qu'il n'y avait que 4% de chances d'observer une différence de 5 points ou plus si l'application était en réalité totalement inefficace. 4%, c'est quand même assez peu, non? Alors pour prendre une décision, la communauté scientifique a établi une sorte de règle du jeu, une convention. Si la p-value est inférieure à 0,05, c'est-à-dire 5%, on considère que le résultat est trop improbable pour être simplement le fruit du hasard. On peut alors le déclarer statistiquement significatif. Appliquons cette règle à notre cas. Notre p-value, c'est 0,04. C'est bien inférieur au seuil de 0,5. On peut donc rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'idée que l'application n'a aucun effet. Et voilà, on a notre conclusion. On a maintenant une preuve statistique solide qui suggère que l'application améliore bel et bien les résultats à l'examen. Mais attention, il y a une nuance très importante. Une preuve statistique, ça ne veut pas dire une certitude absolue. Il reste toujours une petite probabilité, même infime, qu'on se soit trompé. Et c'est ça toute l'honnêteté et la beauté de la démarche statistique. Elle ne nous donne pas des vérités gravées dans le marbre, elle quantifie notre incertitude. Elle nous donne la confiance, basée sur des preuves, pour prendre la meilleure décision possible. Et ça nous amène à une question bien plus large. Au fond, dans la vie de tous les jours, quel niveau de preuve exige-t-on avant de croire à quelque chose?